Monsieur le Président, bienvenue dans notre programme. Commençons par un sujet très sérieux, la guerre en Ukraine. Vous avez récemment donné une interview télévisée où vous avez dit que nous pourrions entrer dans une situation pire que la Seconde Guerre mondiale. À quel point êtes-vous préoccupé en ce moment par l'escalade en Ukraine? Mon approche est différente de celle de nombreux autres dirigeants plus en vue. Je voudrais voir la paix, tandis que la plupart des autres veulent la victoire d'un camp ou de l'autre. Cette différence d'approche change tout. Lorsque vous souhaitez la paix, vous pouvez plus facilement aborder les problèmes auxquels nous sommes confrontés. Cependant, le discours et la rhétorique empirent de jour en jour. Vous devez comprendre la phrase du célèbre historien Taylor. Le train a quitté la gare et personne ne peut l'arrêter. Cela semble être le cas maintenant. Je crois que nous approchons des derniers jours pour repenser et reconsidérer tout ce qui se passe en Ukraine. Si les grandes puissances n'agissent pas bientôt, je suis certain que nous ferons face à une véritable catastrophe. Nous voyons que les États-Unis et l'Allemagne ont déclaré que les Ukrainiens peuvent attaquer des cibles sur le territoire russe. Les médias occidentaux ne sont pas tellement préoccupés. Ils disent que le président Poutine bluffe quand il dit qu'il y aura des conséquences. Qu'en pensez-vous? Où sont les lignes rouges pour le président Poutine? Quand l'Occident dépasse-t-il la ligne rouge? Si vous pariez sur le fait que quelqu'un bluffe, cela signifie que vous n'avez pas de meilleures cartes. Vous croyez simplement que l'autre camp a des cartes plus faibles. Mais vous n'êtes pas sûr parce que vous ne savez pas et n'avez pas vu leurs cartes. Pour moi, il est toujours important d'être très prudent et circonspect lorsqu'on évalue la volonté de Poutine ou ses mouvements futurs possibles. Je ne serais pas si sûr. Bien sûr, je ne peux pas être à sa place. Je ne vois pas les choses à travers ses yeux, mais je crois que cela ne fera que contribuer à la détérioration de la situation. Cela n'aidera personne. Cela ne fera qu'empirer les choses. Les dirigeants en Allemagne, même les politiciens en Suisse, et les dirigeants aux États-Unis disent que Poutine est un dictateur impérial. Ils prétendent qu'il commence avec l'Ukraine, puis attaque d'autres pays. Le ministre allemand de la Défense vient d'exprimer que Poutine a explicitement dit qu'il attaquerait d'autres pays. Vous connaissez le président russe. Est-ce son agenda? Est-il un conquérant impérial? Est-ce la raison de cette guerre? Je vois les choses un peu différemment. Tout d'abord, nous condamnons l'incursion et l'intrusion sur le territoire ukrainien, comme vous le savez, en tant que pays, en tant qu'État. Mais c'est plus complexe que cela. Si vous voulez faire ce genre de comparaison, alors ma question serait, qu'avez-vous fait avec la Serbie en 1989 et 2008? Il n'y a pas de réponse à cela. Et vous avez vu que Poutine utilisait également ce précédent du Kosovo dans sa déclaration récente. Il n'y a eu aucune réponse à cela. La seule réponse qu'il a obtenue, même d'Angela Merkel, était que c'était un bain de sang qui a duré près de 8 ans au Kosovo, ce qui n'est pas totalement correct et pas totalement vrai. Mais en fin de compte, Poutine disait que ce n'était pas comme ce qui s'est passé dans le Donbass non plus. Maintenant, c'est une grande lutte politique parce que Poutine utilisera toujours ce précédent du Kosovo, ce qui n'est pas bon pour nous, les Serbes. Si j'étais lui, j'aurais probablement fait la même chose. Pourquoi me soucierais-je trop des Serbes en Serbie? Je le ferai parce que c'est dans l'intérêt de la Russie. Il n'y a pas de réponse adéquate de l'autre côté.
Parlant du droit international public et des choses que certains pays ont faites ou n'ont pas faites, conformément à la Charte des Nations Unies, aux résolutions de l'ONU et au droit international public en général. Ce qui complique encore plus la situation, c'est que tout le monde ne parle que de guerre. Personne ne veut atteindre la paix. Personne ne parle de paix. La paix est presque un mot interdit. Veuillez le remarquer. Ils disent que nous devons gagner pour assurer la paix future. Mais personne ne parle de paix. Et puis d'accord, vous négociez, mais il faut aussi que l'autre partie soit à la table. Il est très étrange pour moi que personne ne tente réellement d'arrêter la guerre. Il y a une autre théorie que je peux comprendre, bien que je ne l'approuve pas. L'Occident pense qu'il peut facilement gagner contre Poutine. Ils veulent l'épuiser en Ukraine, puis ils entreront dans l'espace. La Russie, telle qu'elle est aujourd'hui, n'existera plus. Poutine sera renversé et tout le reste changera. Peut-être que c'est possible. Pensez-vous que cela soit possible? Est-il possible d'utiliser l'Ukraine pour affaiblir la Russie? Eh bien, cela a affaibli la Russie de toute façon. Mais est-ce suffisant pour détruire la Russie et renverser Poutine? Je ne le crois pas. Je pense qu'ils sous-estiment la Russie et Poutine. Comment expliquez-vous l'humeur dans des pays comme la France, l'Allemagne et les États-Unis? La plupart des médias et le courant politique dominant sont dans une humeur conflictuelle. Ils disent que nous devons faire plus et apporter plus d'armes. Comment expliquez-vous ce genre d'enthousiasme pour la guerre? Chaque fois que de nombreuses personnes ici me demandaient de lancer une guerre contre les Albanais et l'OTAN au Kosovo parce qu'ils expulsaient et tuaient notre peuple, je disais « D'accord, je comprends vos émotions et votre position. Mais aimeriez-vous vraiment que votre mère reçoive un cercueil avec son fils, mari ou père à l'intérieur? C'est une approche légèrement différente. Dans l'Europe d'aujourd'hui, ils agissent tous comme de grands héros, mais ils ne disent pas à leur peuple qu'ils paieront un très lourd tribut. En parlant de cela, vous et tous ces dirigeants devriez absolument tout faire pour arrêter tout comportement belliciste. Je veux dire encore plus à propos de la Russie, mais je parle de ce type de comportement. En fin de compte, les gens pensent à leurs propres intérêts. Je comprends pourquoi Macron insiste là-dessus. Sa position est probablement, si nous devons affronter la Russie, il vaut mieux le faire sur le sol ukrainien que sur le sol européen ou centre-européen. Les Allemands ont une attitude similaire, avec quelques différences. Mais avant de dire ou de faire cela, ils devraient tous essayer de parvenir à une sorte de trêve ou de cessez-le-feu, puis négocier pendant 10, 20, 30, voire 50 ans. Peu importe. C'est mieux qu'un jour de combat acharné auquel nous faisons face aujourd'hui. Pensez-vous que les pays de l'OTAN et les États-Unis accepteront une défaite militaire de l'Ukraine? Le président Macron a déclaré que nous devons envoyer des troupes de l'OTAN. Cela signifierait probablement plus de guerre. Merci pour cette question. Pourquoi dis-je que nous nous rapprochons du précipice, de l'abîme? Analysons la situation de l'OTAN et des États-Unis. Ils ne peuvent pas se permettre de perdre la guerre en Ukraine, ce qui signifie que la Russie ne peut pas gagner. Tout d'abord, leur héritage politique sera si médiocre qu'ils ne peuvent pas le permettre. Deuxièmement, la position de l'Europe et de l'Occident collectif en termes géopolitiques se détériorera tellement
que personne ne pourra la raviver. Et troisièmement, cela ouvrira la boîte de Pandore à plus de mouvements et d'hostilité contre les collectivistes à l'avenir. Mais prenons l'autre côté. C'est une belle histoire pour un côté. Maintenant, considérons l'autre côté. That's a nice story for one side. But take the other side. If Putin loses the war. Si Poutine perd la guerre, il va tout perdre personnellement. Il n'aura pas un héritage en tant que quelqu'un qui a créé un dénominateur commun pour Ivan, Pierre le Grand et Catherine la Grande. De plus, la Russie n'existera pas sous la forme qu'elle a aujourd'hui. Lorsque vous avez ces deux camps si éloignés dans leurs souhaits et attentes, vous voyez que tout est en jeu. Personne ne peut se permettre de perdre. C'est pourquoi je disais publiquement, sans le cacher, que nous nous rapprochons d'une véritable catastrophe. Et puis nous arrivons à une autre question. Désolé, pourriez-vous, s'il vous plaît, fournir le segment que vous aimeriez que je relise? Désolé. Qui est prêt à perdre 1 million, 2 millions, 5 millions, 10 millions ou 15 millions de personnes? Demandez-vous. Je ne suis pas prêt à perdre une seule personne. Et nous ne participerons pas à cela. Mais c'est une question pour d'autres personnes. Ils disent en Occident que la faute incombe totalement à Poutine. C'était une guerre non provoquée. Était-ce vraiment non provoqué? Quoi qu'il en soit, ma question est... Define it and no doubt that it was a sort of violation of international public law. The problem is that there had been Minsk договоренности, соглашенности, Minsk arrangement, which Putin was insisting on that it was breached and violated all the times. But anyway, my question is, why were you not so... Pourquoi n'étiez-vous pas aussi strict lorsque nous avons eu une situation similaire en Serbie? 2 poids, 2 mesures. Oui, sans aucun doute. Duplicité, 2 poids, 2 mesures. Faux fuyant, appelez ça comme vous voulez. Aucun doute là-dessus. No doubt about it. Voyez-vous une trace de, je n'utilise pas souvent ce terme, une trace de racisme? J'ai toujours pensé qu'il y a une sorte d'élan anti-slave dans cette humeur conflictuelle du côté de l'Occident contre la Russie. Qu'il y a cet ancien instinct enraciné où l'Occident regarde de haut l'Orient. Est-ce un facteur dans toute cette absurdité? Je suis le président du pays et je ne peux pas prendre ce genre de... Excuses, justifications, platitudes, whatever you take it. Des excuses, des justifications, des platitudes, peu importe comment vous les appelez. On peut dire qu'il y a des vieilles alliances qui sont renouvelées et d'autres qui ont été rompues. Mais les Ukrainiens sont un peuple slave. La langue serbe est très similaire morphologiquement et phonétiquement à la langue ukrainienne. Plus de gens ici parlent russe qu'ukrainien. Mais la langue ukrainienne est plus similaire au serbe qu'au russe. Je pense que c'est une situation désastreuse pour les peuples slaves dans leur ensemble. Nous étions très proches d'un accord de paix au printemps 2022. Un livre vient de sortir, écrit par un diplomate suisse qui a participé à ces négociations à Ankara. Il écrit dans son livre que l'Ukraine et la Russie étaient très proches d'un accord, mais que c'est l'intervention des États-Unis et de Boris Johnson qui ont dit « Non, nous ne voulons pas de cette paix ». Pensez-vous que cela soit vrai? Et deuxièmement, quel est l'agenda des États-Unis? Pensez-vous vraiment qu'ils veulent aller jusqu'au bout pour affaiblir stratégiquement la Russie? Les grandes puissances ont leurs intérêts. Bien sûr, il n'y a pas d'amour. Si elles voient quelqu'un comme une menace pour la sécurité,
Elles iront jusqu'au bout, si possible. Mais je crois que c'était une mauvaise évaluation. Elles pourraient penser différemment, parce qu'elles peuvent dire « D'accord, nous les avons beaucoup affaiblis, et ils ont perdu le pouvoir du peuple, ils ont perdu beaucoup de choses. » Mais au final, je ne suis pas sûr qu'elles soient très satisfaites du résultat jusqu'à présent. Je crois qu'il y avait deux grandes opportunités pour la paix. La première que vous avez déjà mentionnée et la seconde après une grande offensive ukrainienne lorsqu'ils ont repris Izium, Balaklia, Kupiansk, Krasny Liman et bien d'autres endroits. C'était le meilleur moment où ils avaient l'initiative pour faire la paix. Personne ne voulait le faire parce que tout le monde pensait que l'élan était de leur côté et qu'ils pouvaient pousser plus loin et obtenir plus. Vous venez de recevoir la visite du ministre des Affaires étrangères de l'Ukraine, M. Kuleba. Quelle est votre impression? Le gouvernement ukrainien serait-il disposé à négocier avec la Russie ou y a-t-il une ambiance de confrontation totale? Je ne peux pas dire que c'est une ambiance conflictuelle. Ils sont maintenant dans une situation difficile, et je comprends leur position. Cela ne signifie pas que je suis à 100% d'accord avec eux, mais je comprends leur position. Je fais également de mon mieux pour comprendre la position russe. J'ai peur que nous soyons très très loin de parvenir à un quelconque arrangement. J'ai parlé au président Xi, le président chinois, et il a le même point de vue que moi sur cette question. Nous sommes très loin de parvenir à un accord. À quel point? Pas avant la fin de l'année. À quel point sommes-nous proches d'une troisième guerre mondiale? Je ne peux pas parler d'une troisième guerre mondiale, mais d'une grande confrontation. À quelle distance sommes-nous de cela? Je crois que nous n'en sommes pas loin, pas plus de 3 ou 4 mois. Et il y a un danger que cela puisse arriver même avant cela. Quelle est votre position dans toute cette situation? Quelle est la position de la Serbie dans ce conflit? Nous maintiendrons la paix, la stabilité et la tranquillité dans la région et dans notre pays. Nous ferons de notre mieux, au moins. Nous étions les champions du monde en nombre de guerres au XXe siècle. La première guerre des Balkans, la deuxième guerre des Balkans et la première guerre mondiale. Pendant la première guerre mondiale, je ne sais pas si vous le saviez, mais nous avons perdu 28,9% de notre population totale, faisant de la Serbie la plus grande victime de la première guerre mondiale. Personne ne l'a jamais reconnu. Ces données ont été présentées à la conférence de paix de Paris. La France a perdu 10,5%, mais nous avons perdu 28,9%. Ensuite, nous avons eu la Seconde Guerre mondiale, avec ce terrible camp de concentration en Croatie, Jasenovac, et bien d'autres tragédies. 1 million de Serbes ont été tués pendant la Seconde Guerre mondiale, et nous étions les seuls à nous opposer au mouvement nazi dans toute la région dès le début. À la fin de la guerre, tout le monde nous a rejoints, comme cela se passe toujours. Mais ensuite, nous avons eu toutes ces guerres pendant les années 1990, suivies par l'agression de l'OTAN en 1989. Après toutes ces guerres, mon grand rêve est de préserver la paix et la stabilité ici. Je ferai de mon mieux pour garder le pays sûr et stable. C'est pourquoi je suis très prudent et circonspect avec chaque déclaration contre quiconque. Je ne me bats avec personne, je maintiens simplement la tranquillité, et c'est tout. Le vocabulaire est très dur. Le langage est très sévère de tous côtés, surtout du côté européen. Participerez-vous à cette conférence en Suisse? Pensez-vous que c'est une bonne conférence? J'en ai discuté avec Volodymyr, j'en parlais avec les Chinois. Nous n'avons toujours pas pris notre décision, mais nous verrons.
Nous verrons qui pourrait venir et qui ne pourrait pas. Nous prendrons la décision dans quelques jours. Mais j'aimerais voir les deux parties autour de la table, pour être très honnête. Avez-vous une explication pour laquelle nous vivons une époque aussi folle en ce moment? Je pense que c'est la période la plus folle. C'est facile, cher ami, de le voir. It's easy, dear friend, to see it. You have totally different interests. Vous avez des intérêts totalement différents. Vous avez des intérêts conflictuels des grandes puissances. Il y a une grande puissance en pleine ascension, qui est la Chine, et elle a beaucoup d'intérêts conflictuels avec les États-Unis d'Amérique. Les États-Unis et l'Europe, que j'appellerais l'Occident collectif, aimeraient préserver tout ce pourquoi ils ont travaillé et tout ce qu'ils ont eu au cours des 300 dernières années. D'un autre côté, d'autres recherchent de leur point de vue plus de justice et un monde plus égalitaire. More equal world, and with the wish of preservation and desire of change. Le souhait de préservation et le désir de changement sont voués à entrer en conflit. Il y a des intérêts économiques et politiques totalement différents en jeu. Le monde change, même si nous ne voulons pas l'accepter ou l'admettre. Mais il change quotidiennement et beaucoup plus rapidement que jamais auparavant. Lorsque vous avez ce genre d'intérêts conflictuels et contradictoires, vous vous rapprochez de grands affrontements et même de grandes guerres. Je ne vois pas comment quelqu'un peut l'arrêter, bien que j'aimerais voir cela plus que toute autre chose, pour vous dire la vérité. Aujourd'hui, je vérifiais toutes les données sur nos réserves de pétrole, de farine, de sucre, de sel et de tout le reste, parce que je ne sais pas ce que demain nous réserve à tous. Vous venez d'inaugurer aujourd'hui un train à grande vitesse à Belgrade, ce qui était intéressant. C'est une coopération entre la Serbie et la Chine. La Serbie, si je ne me trompe pas, essaie d'avoir une politique étrangère équilibrée. Vous travaillez avec tous ceux qui sont prêts à travailler avec vous. Maintenant, ils disent « Je viens de parler à un ami à moi, qui est le directeur de la société Springer à Berlin, et il m'a dit « La Chine est une menace stratégique pour l'Occident. C'est une menace pour notre démocratie. Nous devons contenir la Chine parce que leur système politique est totalement différent du nôtre. C'est un état d'esprit, bien sûr, et il n'est pas seul. Que dites-vous de cette Chine? » Si je puis ajouter, cher ami, il y a beaucoup de gens en Occident qui font de leur mieux pour créer autant d'adversaires et d'ennemis que possible. Jusqu'à présent, personne n'aurait pu imaginer cela. Oui, nous avons eu une très bonne relation avec la Chine, et j'en suis fier. Je ne le cache pas, comme vous pouvez le voir. Mais nous avons d'abord acheté le plus grand nombre de trains de Suisse, et nous continuons d'acheter chez Stadler. Cependant, nous avons besoin de plus de trains, alors nous avons également acheté des trains chinois. Nous sommes de bons amis avec eux et nous ne voyons aucun danger. Ils ne vont pas nous mettre en péril. Nous allons utiliser, avant d'entrer dans l'UOR, et personne ne sait quand cela se produira ou si cela se produira, des accords de libre-échange avec la Chine, l'Égypte et les Émirats arabes unis. Mon travail est de prendre soin de ce pays et de notre peuple. Vous pouvez voir beaucoup de développement. Belgrade est devenue une ville de grue. Dans la région, elle pourrait être la seule avec le plus de progrès et le meilleur développement. Laissez-moi vous donner juste un exemple. Comparez la Serbie et la Bosnie. Quand je suis devenu Premier ministre il y a 10 ans, le salaire moyen en Serbie était de 329 €, tandis qu'en Bosnie, il était de 368 €, ce qui signifie qu'il était de 50 € plus élevé, soit 16-17% de plus. Maintenant, le salaire moyen en Bosnie est d'environ 650 €, tandis qu'en Serbie, il est de 830 €. In Bosnia, 378, which means 50 € bigger
which is 16-17% more. Now, an average salary in Bosnia is 650 something, and in Serbia is 830, just in 10 years. And the level of public debt to GDP ratio in this En seulement 10 ans, le niveau de la dette publique par rapport au PIB dans ce pays est inférieur à 50%. Nous faisons partie d'Eurostat, juste pour que vous le sachiez, les autres ne le sont pas. Je dis cela parce que vous pouvez voir que nous avons réussi notre travail. Nous avons attiré beaucoup d'investissements de lui-même, ainsi que des investissements des États-Unis, de la Suisse, du Japon, de la Chine et des pays arabes. Nous avons travaillé avec tout le monde et continuerons avec ce type de politique. C'est ce qui sécurise les emplois de notre peuple, le taux de chômage historiquement bas et le taux d'emploi historiquement élevé. Et c'est ce que nous avons fait. Maintenant, nous sommes très concentrés sur 2027 et l'Expo. Pour nous, c'est une couverture pour tout le travail que nous devons accomplir, y compris l'amélioration du système éducatif, la réalisation de nombreux projets d'infrastructure et le développement du secteur de l'IA. Nous sommes devenus le pays président du partenariat pour l'intelligence artificielle, qui comprend 29 pays et est soutenu par la France et la Suisse. Ce sont de bonnes choses, c'est ce que nous devons faire. Je ne veux pas penser aux guerres. Et c'est intéressant. Je veux dire, il y a deux philosophies qui s'affrontent maintenant. Il y a ceux qui disent que nous devons défendre la démocratie contre l'autocratie. Et puis il y a ceux qui disent que nous vivons dans un monde multipolaire avec différents pays. Ils sont tous nos partenaires potentiels. Seriez-vous un défenseur de cette pluralité multipolaire? J'ai une question pour vous. Pouvez-vous regarder la télévision chinoise ou russe en Suisse? En Suisse, nous pouvons. Nous avons Russia Today, mais en Allemagne, tout est interdit. Okay. If it's forbidden, is it democracy? Si c'est interdit, est-ce la démocratie? En Serbie, vous pouvez regarder la télévision ukrainienne, russe, chinoise, mais aussi américaine, britannique, suisse, française et allemande, celle que vous voulez. C'est votre choix. Qui définit ce qu'est la démocratie? Vous savez, quand j'étais très jeune, presque un enfant, j'étais très mauvais en dessin et en peinture. J'étais totalement sans talent. Une fois, j'ai dessiné un cheval, mais il ne ressemblait pas à un cheval. J'ai dû écrire une inscription en dessous disant « Ceci est un cheval ». C'est ce qu'ils font aujourd'hui. Quand personne ne voit qu'ils sont des forces démocratiques, ils disent « Nous sommes la démocratie et vous ne l'êtes pas ». Et c'est tout. Permettez-moi de vous rappeler les histoires de fraude électorale en décembre en Serbie. Je vous ai dit, ainsi qu'à eux, qu'il n'y avait pas de fraude électorale. Nous allions gagner avec une plus grande marge, avec une plus grande différence. Et maintenant, nous avons eu des élections répétées et nous avons gagné avec une marge beaucoup plus grande. Qu'en est-il de la fraude électorale? Tout le monde a oublié ces histoires et personne n'en parle plus. Mais je vous le dis, ici dans ce pays, vous pouvez dire ce que vous voulez. Je suis la personne la plus attaquée. Si ce n'est pas assez démocratique, j'aimerais voir ce genre de chaînes dans leur propre pays. Mais je ne les vois pas. Cela me rappelle mon enfance et ce cheval que je voulais dessiner. Dans les articles de journaux sur la Serbie et sur vous, par exemple, en Allemagne, je dirais que 90% sont négatifs. Ils disent, eh bien, le président Vučić est aussi comme un semi-autocrate, et la Serbie coopère avec ces pays terribles comme la Russie et la Chine. Que diriez-vous à ces critiques s'ils se tenaient dans cette pièce et dénigraient votre pays? Je dirais oui, je comprends leurs intérêts, mais je sais que nous tenons parole. Lorsque nous avons discuté de la question du lithium,
Nous avons promis aux Allemands que nous travaillerions avec eux, et nous travaillerons avec eux, peu importe ce qu'ils font avec nous. Mais ma question pour vous est, que dirait-il à quelqu'un qui aurait pris 13,5% de leur territoire? Ils ont fait cela avec notre territoire. Et c'est vrai, et de manière totalement illégale. Il dirait que ce n'est pas illégal, mais je dis que c'est illégal, et il est évident pour tout le monde que c'était illégal. Je crois que nous sommes très tolérants, très patients et bien élevés lorsque nous discutons et parlons de notre attitude et de nos positions envers eux. En parlant de démocratie et d'autocratie, oui, nous avons d'autres questions, mais je vais les passer maintenant parce que je ne veux pas mettre en danger les intérêts du peuple serbe. Je ne me soucie pas de moi-même, mais je dois me soucier de mon pays. Don't care about myself, but need to care about my country. What would you say, I mean, Que diriez-vous que représente la Serbie dans le monde? what does Serbia Si la Serbie avait un message pour le monde, I mean, if you would quel say est-il? Serbia has I'll a tell you. message to the world, what would you I'll say tell you. is I'll tell you. Serbia? We are an independent country, sovereign country. Nous sommes un pays indépendant et souverain qui défend la paix et les vraies valeurs, y compris le respect des différences et des approches diverses des différentes nations. Nous visons à coopérer avec tout le monde dans le monde. Nous sommes sur notre chemin vers l'UMER, mais nous avons notre propre esprit et décidons par nous-mêmes. Nous ne couperons pas les liens avec nos amis traditionnels, et nous ne le ferons pas. Oui, nous sommes parfois obstinés et têtus pour maintenir notre liberté de prendre des décisions, et nous continuerons à travailler de cette manière. And we'll keep on working that way. And at the end, we are very Et à la fin, nous sommes très engagés, ou oserais-je dire dévoués, au progrès économique de notre pays, et nous le faisons avec succès. Dans cette région, nous sommes devenus le moteur de toute la zone. Pour que vous le sachiez, la Serbie a attiré plus de 62% des IDE totaux des Balkans occidentaux au cours des 4 dernières années. Nous représentons 50% du PIB total des Balkans occidentaux et 55% des exportations totales des Balkans occidentaux. Ce n'était pas le cas il y a 10 ans, mais maintenant ça l'est. Et cet écart entre nous et les autres continuera de croître. kind of gap between us and the others will grow. What are the Quelles sont, à vos yeux, les principales qualités de la Serbie et du peuple serbe? of Serbia and the Serbs Y a-t-il quelque chose qui vous rend particulièrement fier de votre propre pays? particularly proud? Diriez-vous que c'est une réalisation que le monde ne voit pas, mais qui est vraiment formidable pour ce que nous avons accompli? Doesn't see, which is really great what we have done. It's first of all it's D'abord, tu es bon twees, Serbs mais sont fiers de ding, like people mais on pense la même chose de soi. of themselves the same. If we have, there is one good thing and one bad thing about us. We have great Il y a une bonne chose et une mauvaise chose à propos de nous. Nous avons de grands individus dans divers domaines sociaux, des scientifiques à la vie culturelle, en passant par le sport et tout le reste. to Mais en ce qui concerne les approches collectives et les succès collectifs, when we come to nous sommes bien pires que beaucoup collective d'autres. approach and C'est pourquoi vous avez des Serbes comme Nikola Jokic, 3 fois MVP en NBA. C'est pourquoi nous avions Nikola Tesla, qui était 100% serbe avant de devenir citoyen américain, de Mihailo Pupin à Novak Djokovic et bien d'autres. C'est parce que nous sommes persistants et constants, Novak Djokovic. mais nous manquons toujours d'un système. It's because we are persistent, consistent, but we always lack a system, and we always thought that the talent. Et nous avons toujours pensé que le talent suffisait, mais ce n'est pas le cas. Maintenant, je crois que nous avons commencé à changer nos mentalités. Je crois vraiment au travail acharné, à la dévotion et à une approche systématique. C'est ce en quoi je crois. Mais nous n'abandonnerons jamais notre liberté et notre indépendance. Nous ne sommes les marionnettes de personne. Personne ne peut nous dicter ce que nous décidons sur chaque question. Aujourd'hui, vous pourriez recevoir un email ou un fax de quelqu'un à Bruxelles, Washington, Moscou ou ailleurs. Nous recevons ces emails et les lisons, mais nous prenons nos propres décisions. C'est la différence entre nous et beaucoup d'autres.
but we decide by ourselves. That's the difference between us and many others. And I'm smiling from time to time when they say, Et je souris de temps en temps quand ils disent « Vous savez, tout le monde est 100% aligné avec notre politique. Seule la Serbie ne l'est pas à 100%. » Je leur dis souvent « Mais si tous ces gens sont 100% alignés, pourquoi ont-ils besoin de leur gouvernement? Nous pourrions simplement envoyer un texto ou un email et ils diraient que c'est fait, cocher la case, et c'est tout. Pourquoi ont-ils besoin de leur gouvernement? Nous croyons que nous devrions prendre nos propres décisions. Même en Suisse, avec la Landsgemeinde, vous vous occupez de vos droits et prenez des décisions par vous-même. Nous sommes, au moins sur ce point, relativement similaires. Comment voyez-vous l'avenir de l'Europe et l'avenir de l'Union européenne? Je veux dire, il y a tellement de problèmes que nous avons maintenant. Nous avons des problèmes de migration et le problème de l'islamisme, par exemple. Je ne mettrai pas en péril la position de la Serbie et je serai très... Nous allons obtenir une réponse très courte. Je suis très optimiste, mais en même temps très inquiet pour l'avenir de l'Europe. Il y a actuellement un problème important en Allemagne avec les attaques des terroristes islamistes. La Serbie a été, pendant des siècles, en première ligne de défense en tant que pays chrétien contre les agresseurs musulmans. Vous avez combattu ici pendant de nombreux siècles. Quelle est votre suggestion aux dirigeants en Allemagne, en France et dans d'autres pays sur la manière de faire face à ce phénomène de l'islam radical? With this phenomenon of radical Islam? It is not going to be much better, it's going to be worse. Cela ne va pas beaucoup s'améliorer, cela va empirer. Nous devrions tous coopérer sur ces questions, de la migration à la sécurité. J'ai toujours préconisé que les questions de sécurité européenne soient définies d'une manière différente, pas seulement par l'OTAN. Mais personne ne voulait écouter les petits pays. Maintenant, je ne sais pas parce que ces extraits vidéo étaient tellement terribles et effrayants. J'espère que cela n'arrivera jamais dans mon pays. Et je souhaite que les Allemands n'aient plus jamais à voir cela. Comment gérez-vous ce problème en Serbie? Que faites-vous avec vos lois sur la migration? Nous utilisons toutes nos agences pour assurer la paix, ce qui n'est pas toujours facile. Un autre sujet très brûlant et compliqué, surtout pour ceux qui ne sont pas familiers avec l'histoire serbe et les guerres yougoslaves, est la question du Kosovo. Quelle est l'importance de la question du Kosovo pour vous et votre pays? Il y a des milliers de questions importantes. Si je commence à parler du passé et de l'âme du peuple serbe, tout le monde en Occident dirait « D'accord, ce type est orienté vers le passé, orienté vers l'arrière, et ainsi de suite. » Je vais passer cela. Le véritable problème aujourd'hui est que les gens détestent l'approche à double standard adoptée par l'Occident concernant le Kosovo et l'Ukraine. Vous entendrez cela à chaque pas que vous ferez ici à Belgrade, comme à Tour and Trade. From everybody. From absolutely everybody. And we needed compromising solution. We were close. Nous avions besoin d'une solution de compromis. Nous étions proches de cette solution de compromis, mais ensuite, ils n'ont pas voulu l'atteindre. Maintenant, nous sommes loin de tout type de compromis. Nous ne nous parlons même plus, bien que nous ayons toujours été prêts à discuter de chaque problème avec eux. Mais ils ne le veulent pas, ce qui est leur obligation depuis le premier accord, il y a 11 ans, l'Association des municipalités serbes. C'est une situation difficile, mais nous ferons de notre mieux pour maintenir la paix et le calme. Voilà. Et pour vous personnellement, quelle est la question la plus importante concernant le Kosovo?
Vous êtes un jeune Serbe qui a été témoin de la guerre. Pour qu'un étranger comprenne, quelle est la question la plus cruciale dans toute cette affaire que nous ne comprenons probablement pas? Nous devons gagner le respect des autres, ce qui signifie que cela ne peut pas être une solution unilatérale où les Albanais obtiennent tout et les Serbes perdent tout. Personne en Serbie n'est stupide. Nous savons à quel point la situation est difficile. C'est pourquoi nous insistons sur une solution de compromis. Je crois au peuple serbe travailleur et à la région. Pour vous dire la vérité, nous avons besoin de frontières ouvertes, ou pas de frontières entre la Bosnie et la Serbie, l'Albanie et le Monténégro et la Serbie, la Macédoine du Nord et la Serbie. Malheureusement, nous n'en sommes pas proches. Nous devons donner la priorité à l'économie comme la question la plus importante pour nous tous. D'autre part, lorsque vous avez la guerre en Ukraine et que les émotions montent partout, vous faites face à la même chose ici dans la région. Quand vous parlez aux Serbes du Kosovo, chaque chanson que nous chantons et tout ce que nous faisons vient du Kosovo. Ce n'est contre personne, mais nous sommes profondément liés au Kosovo. Vous ne pouvez pas défaire cela de la manière dont les gens de l'Ouest le souhaitent. Avant d'essayer de trouver quelques lueurs d'optimisme à l'horizon, nous devons parler d'un sujet qui est également extrêmement compliqué, la guerre à Gaza. C'est quelque chose qui semble presque biblique. C'est très difficile. Quelle est votre opinion à ce sujet? Quelle est votre perspective sur la guerre à Gaza? À quel point est-ce dangereux? Cela fait-il également partie de cet environnement très explosif que nous avons maintenant? C'est le cas. Maintenant, vous voyez que c'est un problème plus important avec le Hezbollah qu'avec le Hamas à Gaza, avec le Hezbollah au Liban. J'espère que toutes les parties essaieront de trouver une solution appropriée et pacifique. Nous avons toujours été très proches à la fois du peuple juif et du peuple arabe depuis que nous avons fondé le mouvement des non-alignés, si vous vous souvenez. Maintenant, nous ne pouvons que plaider pour la paix, mais c'est difficile. Lorsqu'ils ont lancé ce projet de résolution sur Srebrenica, ils ont reçu des milliers de questions d'au moins 100 pays du monde entier. Les gens ont demandé « Pourquoi ne le faites-vous pas avec Gaza ?» Leur réponse était officieusement « Eh bien, c'est pourquoi nous le faisons avec la Bosnie et la Serbie. C'est plus facile que de le faire avec Gaza parce que les Américains et d'autres ne le permettront jamais. Pour montrer que nous ne détestons pas les musulmans, nous allons contre les Serbes parce que nous ne pouvons pas aller contre Israël. Et puis, nous avons payé le prix une fois de plus au lieu de quelqu'un d'autre. J'ai écrit dans mon journal contre cette décision concernant le massacre de Srebrenica. J'ai dit que ce n'est pas un génocide. Je veux dire, c'était un massacre. Il est clair que c'était un incident terrible. Mais quel genre de réponse avez-vous obtenu lorsque vous disiez cela? Je n'ai même pas abordé la question de... Responsabilité légale, individuelle, collective ou autre. Ma question était très simple. S'agissait-il d'un génocide, d'un crime terrible ou d'autre chose? Dodik insistait là-dessus, pas moi. Je posais 3 autres questions. Premièrement, pourquoi faites-vous cela après avoir adopté cette résolution sur tous les génocides en général en 2015? Deuxièmement, pourquoi faites-vous cela à ce moment précis? Troisièmement, êtes-vous sûr que vous allez réconcilier quelqu'un ou cela va-t-il créer plus de tensions et de troubles politiques dans la région? Quatrièmement, vous n'avez même pas obtenu le consentement au sein de la Bosnie. Cela va-t-il rapprocher les gens ou les éloigner davantage? Je n'ai obtenu aucune réponse à ces questions. Rien du tout. Pourquoi en aviez-vous besoin? Alors pourquoi l'ont-ils fait?
I believe that Gaza is a part of an answer. Je crois que Gaza fait partie de la réponse. L'autre réponse est que nous devrions faire quelque chose contre les Serbes, parce que Dodik nous crée des problèmes de leur point de vue. Ils n'analysent pas le fait qu'ils sont ceux qui violent l'accord de paix de Dayton, pas Dodik. Alors, ils utilisent les structures de l'ONU pour punir les pays qui ne s'alignent pas avec certains intérêts géopolitiques. Of course, it doesn't happen for the first time. It doesn't happen for the Bien sûr, c'est pas la première fois que cela se produit, mais ils ont trouvé un pays qui a résisté de manière très forte. En fait, nous avons obtenu le soutien de la majorité des pays. Non pas parce que les gens ignoraient ce qui s'était passé à Srebrenica, mais parce qu'ils n'aimaient pas le moment choisi, le manque d'inclusivité, et ils ne comprenaient pas ce que cela apporterait à la région et au pays. Où se trouve aujourd'hui le centre de l'espoir dans le monde? Je veux dire, quel politicien vous donne personnellement de l'espoir? Parlons de personnes comme le président Erdogan. Aux États-Unis, est-ce Donald Trump? Sera-t-il mieux avec Donald Trump? I cannot speak about it publicly from very obvious reasons. Je ne peux pas en parler publiquement pour des raisons très évidentes. Mais oui, nous avons besoin de nombreux changements dans le monde pour apaiser la situation entre les nations et les différents pays. C'est d'une importance capitale et il est grand temps. Between different countries, and it's of an utmost importance, and it's high time. Quelle est l'importance de la religion de nos jours? En Europe occidentale, la religion traditionnelle est en déclin. À la place, nous voyons l'essor de nouvelles religions, comme l'activisme climatique et la culture woke. Quelle est l'importance de la religion traditionnelle et à quel point ces nouvelles idéologies émergentes sont-elles dangereuses? People were modern, urban. Les gens étaient considérés comme modernes, urbains et à la mode s'ils devenaient agnostiques et athées. Mais maintenant, je peux dire que je deviens au moins un peu plus religieux, bien que je ne sois pas un exemple d'un homme très religieux. Cependant, je suis totalement anti-woke et je ne peux pas croire que ces valeurs seront les valeurs du monde contemporain. Je crois en la tradition, le conservatisme rationnel, le libéralisme économique et le modernisme. Et où se situe la Suisse dans votre vision du monde? La Serbie et la Suisse entretiennent une relation de longue date. Que pensez-vous de la Suisse? C'est un pays important et nous aimerions voir un rôle plus important pour la Suisse, mais aussi une approche plus objective de la situation ici dans les Balkans. Je ne vais rien apprendre à personne parce qu'ils sont beaucoup plus intelligents que moi. Mais dans les Balkans, nous avons vu une approche quelque peu unilatérale. Quoi qu'il en soit, nous avons développé une très bonne relation et nous ferons de notre mieux pour la rendre encore meilleure. Et ma dernière question est personnelle, Monsieur le Président. Merci encore pour votre temps. Quelle est la chose la plus importante dans la vie d'un homme? Son héritage et ce qui se passera après sa vie. Merci beaucoup. Thank you very much.